Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kémy Séba. Bonjour Kémy. Bonjour camarades et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors nous sommes venus à ta rencontre aujourd'hui parce que tu viens de sortir de prison il y a 2 jours. Tu as été incarcéré il y a 1 mois et demi. Tu as été arrêté donc juste après ta conférence que tu as donnée à la Main d'Or à propos de ton nouveau livre Black Nihilism. Eh bien, est-ce que tu pourrais revenir sur les faits parce que il faut faire tout un historique, je crois. Alors je te remercie et je remercie le Cercle des Volontaires pour cet entretien. Et je tiens d'abord, pour commencer, à adresser ma profonde affection, je pense que c'est extrêmement important de le préciser, à toutes les personnes, frères et sœurs du continent africain et de la diaspora, qui se sont mobilisés, que ce soit à travers les courriers, que ce soit à travers les communiqués, que ce soit à travers un certain nombre d'actions dans les universités du côté de Dakar, que ce soit du côté du Bénin, que ce soit à différents endroits dans la diaspora, en Occident, où les nôtres sont installés. Tellement de personnes, à un moment même, je sais, étaient dans une démarche de faire des manifestations. Notre staff a demandé sur notre page fan de ne pas aller dans cette démarche, que ce n'était pas nécessaire, que c'était à la limite peut-être un piège que les autorités nous tendaient. L'amour qui a été vraiment plus que jamais exprimé à cette occasion, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et qui donne encore plus de sens à notre démarche de résistance. Je pense que c'est important de le préciser. Maintenant, pour revenir à la question qui est la tienne, la situation n'est pas compliquée sur un terrain juridique, qu'on soit très clair. En 2009, si je ne m'abuse, ou 2008, il se trouve que je suis quelqu'un de très physionomiste, et j'ai toujours l'habitude de me souvenir des personnes qui font des reportages sur moi. A fortiori, ce sont des reportages mensongers. Il se trouve que Ahmed Meguini, et je le dis comme je le pense, tout le monde le sait, de toute façon c'est quelqu'un qui est tout le monde le sait, très peu de gens le connaissent, mais ceux qui se renseignent savent qui il est. C'est à la base quelqu'un qui fait partie de la mouvance de Caroline Fourest, qui est proche de Bernard-Henri Lévy. On connaît Caroline Fourest, l'islamophobe, on connaît Caroline Fourest qui stigmatise les communautés la plupart du temps, on va dire à la peau sombre, ou des communautés religieuses qui la plupart du temps sont ostracisées. Et ce Ahmed Meguini, que certains qualifient de collabeur, je ne me permettrai pas de le faire, a fait un reportage d'une médiocrité intellectuelle qui méritait, à mon sens, débat et confrontation d'idées. À la base, c'était ça. Et je me disais toujours qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, et tôt ou tard, on se serait rencontrés. Il se trouve que par la grâce de Dieu et par la force des ancêtres, à la sortie d'une réunion panafricaine que j'avais tenue avec d'autres collaborateurs sur Paris, à la sortie, on se dirigeait vers notre voiture et je croise Ahmed Meguini qui se retrouve être dans un bar, sûrement un de ses lieux de prédilection. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'était en quelle année ? En 2008, si je ne m'abuse. 2008 ou 2009. J'ai tellement de choses qui sont passées, donc les gens pourront regarder. Et j'en parle dans Supranégritude, c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est pour te dire à quel point c'est pas quelque chose de caché. J'ai aucun problème à parler de cette réalité et à exprimer la manière dont les choses se sont déroulées. Et donc lorsque je le croise, j'étais accompagné de 2 collaborateurs. Lui, il était avec un camarade à lui, Alexis David, sioniste probablement devant l'Éternel. Je dis probablement, j'en sais beaucoup plus, c'est pour ça que je me permets de parler de cette façon. Et donc je m'approche vers lui parce que j'ai vécu, bien qu'issu d'une bonne famille, j'ai été formé quand même durant un certain temps dehors. J'ai vécu durant un certain nombre de temps sur le pavé. Je me suis formé politiquement sur ce pavé. C'est ce qui m'a donné cette force-là. Et j'ai appris dehors, avec les personnes qui me guidaient, qui me protégeaient, et les personnes qui m'orientaient, que lorsqu'il y a un problème, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il fallait voir la personne, débattre avec cette personne. Et si le débat n'est pas possible, le combat, dans ce cas, sera l'ultime issue, même si ce n'est pas le souhait de base. Je lui dis, Ahmed Meguini, tu as fait un reportage mensonger sur moi diffamatoire. Je ne fais pas partie des gens qui portent plainte. J'aimerais qu'on ait la possibilité d'échanger. Sors du bar où tu es. Il est en train de fumer un joint avec un verre de bière à la main. Ahmed, chacun fait ce qu'il veut. Et je lui dis, sors du bar et qu'on puisse discuter. J'aurais pu être dans une démarche
tout autre vis-à-vis de toi, mais je pense que le dialogue est la nécessité. Qu'est-ce que ce dernier fait? Il me recrache donc la fumée de son shit au visage. J'ai le malheureux défaut de ne pas fumer et d'être un petit peu allergique à la fumée. Je dis, je t'ai demandé correctement de venir débattre, tu manques de respect aux gens, tu injuries les gens, d'accord? Et tu n'as pas la démarche qui est d'assumer tes propos et de venir qu'on débatte, ne serait-ce que dans un cadre intellectuel. Tous ceux qui me connaissent, qui me voient à la télé, comprennent que je suis dans une démarche de débat d'idées. J'ai plus le temps d'être dans la logique de me battre pour me battre, même si j'étais quelqu'un de très nerveux et à une certaine époque, hein, j'étais un bagarreur, c'est pas un problème, mais j'ai plus le temps pour ça. Je laisse ça à ceux qui n'ont que ça dans leur vie. Il y en a. Et à ce moment-là, plutôt que de comprendre que le dialogue peut être la meilleure des solutions, son copain Alexis David, sorti peut-être du sentier ou du marais, je ne sais pas, vient et me bouscule en disant « éloigne-toi de lui, fous-lui la paix, Kémy Séba ». Et c'est là où c'est parti en cacahuète. Il me bouscule, il y a eu une réponse qui a été disproportionnée, c'est vrai. Il s'est fait cogner, j'ai aucun problème à le dire, et je n'ai aucune honte à le dire. Et ce qui m'a sauvé, c'est que je ne l'ai pas cogné le premier. J'aurais pris du ferme dès le départ. J'aurais pris de la prison ferme dès le départ si c'était nous qui étions dans une démarche d'agresser quelque part. Mais il y avait de nombreux témoins dans le bar qui ont témoigné auprès des commissaires en disant que Kémy Séba en question a été bousculé en premier. J'ai réagi, chose que ma légitime défense, mon autodéfense, s'est transformée quelque part en une grande défense. Si on doit être justement dans l'imagerie. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvés, malheureusement c'était à une période où j'étais plus que jamais, enfin je le suis encore plus maintenant, mais j'étais déjà très surveillé à l'époque, et il y avait un certain procureur, M. Zoukowitz, qui je ne le pense pas être du Burkina Faso ni de Côte d'Ivoire, était dans une démarche, M. Zoukowitz, depuis un certain nombre d'années, de tout faire pour me mettre sous les verrous. C'était son objectif. Je pense qu'il doit avoir peut-être quelques accointances avec le CRIF et avec certaines structures étatiques que je ne citerai pas. Mais bon, tout ça ne fait partie que d'une démarche de supposition. Et donc, une fois que nous sommes arrêtés, directement la presse s'emballe, le Parisien, je ne sais plus qui avait parlé de cette affaire-là, et en disant toujours la même chose, l'extrémiste noir Kémy Séba dans une affaire de violence en réunion. Alors, violence en réunion, pourquoi? Parce que nous, on était 3, ils étaient 2. Bon, je le comprends. Enfin, on était 4, d'ailleurs, ce serait intéressant de parler de ça. On était 4, dont un qui s'est le plus manifesté, qui n'était pas un proche particulier de nous autres. On parle d'agents provocateurs, on peut se poser des questions aussi. Et qui s'est défoulé aussi sur Ahmed Mekini, mais qui n'a rien pris du tout. C'est intéressant à souligner. Qui n'a rien pris, qui est sorti, qui n'a rien pris du tout, et tout est tombé sur moi. Alors que moi, simplement, j'étais dans une démarche de répondre. Il y a eu un coup qui a été donné. Enfin bref, tout ça n'intéresse pas forcément hystériquement les spectateurs, les internautes. Et à partir du moment où il y a eu le jugement, le procureur, M. Zoukowitz, demande 8 mois ferme, quelque chose de ce style-là, pour une bagarre, d'accord, de rue, disons les choses telles qu'elles sont, mais qui était dans une démarche de défense. Et la juge n'a pas suivi M. Zoukowitz. C'est ce qui s'est passé. La juge a dit non, il y a eu le prévenu Stélio Kapochichi, alias Kémy Séba, a répondu à ce qu'il estimait être une agression de manière disproportionnée. Et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne en société. Donc, j'ai été condamné à 2 mois avec sursis. Les choses sont très claires. Ce qui est marqué dans mon livre. Avec un contrôle judiciaire de 18 mois. Alors, contrôle judiciaire, ça veut dire pointer plusieurs fois par semaine, etc. Mais contrôle judiciaire, c'est pas la prison. C'est pour ça que quand j'entendais, quand certains abrutis se permettent de dire que Kémy Séba a fui la France parce qu'il y avait la prison, non. Je n'ai pas fui la France parce qu'il y a une quelconque prison. J'étais sous contrôle judiciaire, donc j'ai évité la prison. Il faut le savoir. Et la juge, là-dessus, je dois reconnaître qu'elle a résisté à une forte pression du parquet qui, eux, sous la volonté des organisations communautaires, voulaient me mettre sur les verrous depuis un certain temps. Ils m'avaient déjà mis, j'ai déjà été incarcéré en 2007 sur demande de lobbies et de structures proches de Sarkozy, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, France 3 en avait parlé, et là, ils voulaient boucler la boucle quelque part, et essayer de me briser moralement. Mais il y a eu ce contrôle judiciaire. Sauf que j'ai eu, durant cette période, une proposition pour travailler au pays. Tout simplement. Et il se trouve que j'ai, depuis 99, tous ceux qui connaissent mon discours savent que j'ai toujours dit que après l'opposition, il devait avoir la proposition. Et qu'il y a un moment où un panafricain loin de l'Afrique, quelque part, c'est
un footballeur sans ballon. C'est comme ça que je considère les choses. On peut au départ s'entraîner, on peut au départ s'opposer. Être ici n'est pas inutile, ce n'est pas ce que je dis. Mais ça ne peut pas être une finalité lorsque l'on est dans une démarche de résistance africaine. C'est ce que je dis. Par contre, on peut participer, comme les Chinois qui participent en étant dans les diasporas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui participent à la construction et à la consolidation économique de leur pays. Nous, dans cette démarche-là, en tant que communauté, dans la diaspora, nous pouvons plus que jamais contribuer à enrichir notre terre, même si un certain nombre de familles restent ici. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le message n'était pas que tout le monde rentre en Afrique. Ceux qui caricaturent ça aussi sont des personnes qui veulent essayer de ranger mon discours dans une case en effaçant les nuances, ce qui n'est pas ma démarche, et ce qui manque de sens. Et donc, il y a eu ce contrôle judiciaire, je suis parti. J'aurais dû, comme un bon petit esclave, dire « Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux partir en Afrique? J'ai eu un travail, etc. Est-ce que vous pouvez me donner le laissez-passer pour que je parte ?» Je n'ai pas fait ça. J'ai ce défaut quelque part, sans doute, d'être sur ce terrain un petit peu un esclave rebelle, et c'est un euphémisme, qui ne demande pas au maître une autorisation. J'ai eu une opportunité, une possibilité d'aller travailler là-bas, non pas pour fuir de la prison, puisqu'il n'y avait pas de prison qui était sur mes épaules, il fallait le préciser, d'accord, mais parce que, quelque part, c'était la matérialisation, et c'était une étape supérieure qui se présentait à moi par rapport au combat panafricain dans lequel nous sommes installés, tout simplement. Et donc, j'ai accepté d'y aller. Alors, donc du coup, juridiquement, tu as violé en fait le contrôle judiciaire auquel tu devais être soumis. Et donc, logiquement, la première fois que tu es revenu en France, tu aurais dû faire ce mois ou ce mois et demi de prison, logiquement. Mais c'est ça qui est intéressant, voilà. Là, encore une fois, pour des personnes qui ont essayé, ils sont une minorité, mais j'aime bien toujours lancer quelques petits pics dessus. C'est mon côté un petit peu taquin, on dira ça comme ça. Certaines personnes se sont dit oui, il a fui, il s'est échappé de son contrôle judiciaire, sauf que je reviens chaque année en Europe. Et je ne le cache pas, c'est annoncé sur ma page fan soutenant Kémy Séba que je reviens, que ce soit pour une conférence ou autre. Il se trouve qu'en 2012, donc l'année suivant mon retour en Afrique, j'avais une conférence en Suisse. Les autorités suisses, c'est la première fois dans l'histoire de ce petit pays que on interdit à un Africain de fouler le sol de ce pays au motif que cet Africain est un personnage jugé dangereux pour les intérêts et pour l'ordre public. Alors c'est intéressant, à cette époque-là j'avais 31 ans ou je ne sais plus quel âge, et on déclare que mes discours sont plus dangereux que des personnes qui sont des grands malfrats et qui vont là-bas. Roman Polanski, lorsqu'il passe en Suisse, après s'être préoccupé d'une petite fille, d'une mineure, d'accord, c'est de la pédocriminalité, mais Roman Polanski a le droit d'aller là-bas. Je ne m'en indigne pas, je ne suis pas surpris. Les chefs d'État qui détournent des millions ont le droit d'avoir leur compte en banque là-bas. Je ne suis pas surpris, c'est normal. Comme on dit, c'est le coffre-fort de l'oligarchie circoncise Mundele. Comprennent ceux qui devront comprendre. Mais un panafricain qui vient parler à la diaspora, il y avait des gens de différents endroits qui devaient venir, qui sont venus d'ailleurs, ça a été interdit. La police fédérale m'arrête à la sortie de l'avion, me dit « Monsieur, venez bien nous suivre, vous êtes un personnage jugé dangereux pour l'ordre public. On vous remet, puisque vous avez le passeport français. » À l'époque, je n'avais pas encore acquis la nationalité béninoise, chose qui est faite depuis, par la grâce de Dieu. Et donc, on m'a remis aux autorités françaises. Et là, normalement, si on suit la logique, puisque j'ai violé le contrôle judiciaire, j'aurais dû être incarcéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé la juge, la police judiciaire, et il m'a été demandé, est-ce que je compte rester en France? Alors, ça doit poser question pour ceux qui sont dotés de raison. Si véritablement, mon affaire n'était pas une affaire politique, on suit le droit uniquement, on n'est pas en train de dire est-ce que vous voulez rester en France ou pas? Je dis non, je n'ai jamais compté rester en France puisque j'ai mes activités, que ce soit dans les universités africaines, mes activités culturelles. Je travaillais à la radio à l'époque sur Convergence FM et à côté de ça, j'ai animé mon émission sur Internet qui s'appelait Info Insolent, qui va d'ailleurs reprendre, on en reparlera peut-être. Et dans cette démarche-là, ce qui s'est passé, ils m'ont dit si vous ne restez pas, on n'a pas de raison de vous garder. Et donc, on va dire que, en ce qui concerne le contrôle judiciaire, on laisse ça de côté. Alors qu'il y avait normalement, d'après ce qui a été dit par la suite, l'ordre d'incarcération qui a été prononcé. Donc, on est dans quoi? On est dans quelque chose qui est du domaine d'une conspiration d'État. On est dans le domaine, quelque part, n'ayons pas peur des mots, d'une pression de lobby communautaire, de l'oligarchie, qui voit dans le message d'un jeune panafricain qui réussit à se faire entendre
quelque part, quelque chose qui est dangereux, qui est un virus, qui est le virus de la liberté de la propagation de notre dignité, quelque part. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé, j'en ai parlé dans l'article qu'on avait publié sur notre site, c'est l'arrestation aussi, après ta conférence, l'arrestation qui est quand même un petit peu violente. Est-ce que tu peux en parler ? Si tu permets, je préciserai quand même juste une chose, parce que c'est important que les gens puissent avoir la chronologie. C'est qu'après 2012, 2013, je reviens en France pour une conférence pour Supranégritude, mon précédent livre, et pour la tournée. J'étais à Paris, j'étais à Lyon, j'ai fait Marseille, j'étais à Bruxelles, on devait aller encore à Genève, sauf qu'à Genève, on a été encore une fois interdit. Pour quelqu'un qui fuit la France, il ne vient pas, il n'annonce pas qu'il vient. Tu comprends ce que je veux dire ? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette occasion ? Question qu'on doit se poser. On a eu une surveillance policière extrême, c'est clair, tout le monde le sait. On a vu des civils un peu partout, ou qui parfois ne se cachaient pas durant les conférences. On a même pris des photos qui avaient été diffusées l'année dernière sur la page. Donc c'est pas quelque chose de secret, mais il y avait comme si, en gros, ils surveillent pour voir la portée de notre message. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va créer des troubles ou pas ? Vous comprenez ? Et qu'est-ce qui s'est passé cette année ? 2014, je pense qu'il y a un avant et un après. Avec ce qui s'est passé en termes de diabolisation, l'altercation qu'il y a eu entre Dieudonné et Valls, cela a fait que ma petite personne, qui est considérée comme plus radicale que Dieudonné, tout ce qui était, en ce qui concerne les warnings par rapport au combat qui est le nôtre, se sont rallumés, d'accord ? Se sont réactivés, et l'hystérie a recommencé. Et il y a quelque chose aussi, il y a différents paramètres dont on doit parler, mais ça m'avait été annoncé, ça m'avait été quelque part prédit lorsque je discute avec l'ambassadeur du Venezuela, ou lorsque j'étais dans mon voyage en Iran pour parler de la résistance au mondialisme quelque part. Il m'a été dit que dans les mois qui suivraient mes rapprochements avec ces nations, il y aurait une période de déstabilisation, et j'en parle, page 99 de mon livre, Black Nihilisme, c'était 3 mois avant, je dis précisément qu'il y aura une tentative de mise sous tutelle judiciaire. Comment je pouvais savoir ça si c'est justement ces pays-là et les représentants de ces pays-là, que ce soit l'ambassadeur du Venezuela, Eddie Corcega, à qui je passe mes salutations, ou de l'autre côté, mes camarades iraniens, ne m'avaient pas annoncé cela. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, à partir de cette réflexion-là, on comprend que la tonalité est éminemment politique. Et quand je viens cette année, là, entre-temps, il faut savoir que notre audience, qui était déjà énorme, la plus grande dans le courant panafricain à l'heure actuelle, la preuve c'est quand on demande qu'on nous cite d'autres panafricains, on est des milliers, des dizaines de milliers, pour ne pas dire des millions de panafricains. Mais en première ligne, on est le courant aujourd'hui qui est le plus actif et le plus audible, c'est du factuel. Notre audience s'est multipliée par 7, voire 10 entre l'année dernière, et Supranégritude m'a beaucoup servi, et cette année. Et la télévision aussi, ne nous le cachons pas. Et donc, à partir du moment où les autorités ont fait une mise à jour par rapport à tout ce qui s'est passé, l'hystérie est partie et ils se sont dit il ne faut pas qu'on laisse propager son message. Et donc ils ont réactivé quelque chose qu'ils étaient normalement censés avoir enterré. Et c'est ainsi qu'il y a eu l'incarcération avec une arrestation à la... J'ai pas peur de le dire. Comme mes frères sont là, et ils ont témoigné alors que j'étais incarcéré. On vient... Je veux dire que même Jacques Messrine a fini buté. Donc c'est différent. Mais 4 voitures de police armées jusqu'aux dents... pour une histoire de révocation de peine, sachant que normalement pour 2 mois de prison, on ne va pas en prison pour révocation de peine. Normalement, on ne va pas en prison aujourd'hui avec la nouvelle législation. Voilà, et la juge de l'application des peines ne vous dit pas votre révocation est faite. Elle expose la situation, sachant que quand il y a une révocation qui est déclarée comme c'était censé être le cas en 2011, normalement, on envoie une explication à l'avocate du client, chose qui n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'il y a des zones de non-droit excessives qui se sont passées, qui se sont déroulées, sur lesquelles je pense qu'il est nécessaire de préciser qu'il y avait une volonté étatique, quelque part, de me mettre à l'ombre, dans l'obscurité, parce qu'ils n'aiment pas notre message de propagation du panafricanisme, qu'on soit clair, et parce qu'ils voient la cohérence extrême qui est la nôtre. On ne se contente pas simplement de crier, on produit, et on est dans une démarche de produire de la pensée, de créer de la pensée, et de susciter le réveil, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. On pousse les nôtres à ne plus être les jouets du mondialisme, mais à résister à ce cancer-là. Et c'est quelque chose qu'il est nécessaire de préciser. Voilà.
Merci beaucoup. Je tiens à préciser que nous-mêmes, on a reçu quelques pressions, alors pas forcément de gens d'officine ou autres, ça peut être aussi des gens qui sont convaincus justement par le travail de propagande de ces officines et qui nous ont tenu rigueur parce qu'effectivement on t'avait soutenu effectivement pendant l'incarcération. Donc on va parler maintenant du livre et justement ça va permettre à ces gens-là, je pense, de se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur dans leur jugement. Sachant que je tiens à préciser une chose, je tiens à préciser une chose aussi, c'est que je ne suis pas dans une démarche de vouloir prouver à des gens qui sont convaincus de manière consubstantielle que nous sommes des extrémistes, que nous sommes des racistes. Ceux qui veulent suivre BFM, qui veulent suivre France Info, qui veulent suivre e-télévision, qui veulent suivre Libération, parce que j'ai vu les articles, le déchaînement médiatique qui a été fait sur l'incarcération, l'extrémisme noir, le controversé noir. Je pars du principe que c'est la boussole inversée. Quand nos adversaires politiques, qui sont tous aux mains de groupes économiques qui sont opposés à nos réalités politiques, quand nos adversaires nous qualifient d'extrémistes, pour nous, c'est des médailles, quelque part. Et ceux qui veulent suivre la définition de la doxa, de la bien-pensance, je ne les forcerai jamais à changer de point de vue. Ce qui m'intéresse, ce sont les êtres dotés de raison. Ce qui m'intéresse, ce sont les frères et les sœurs de couleur ou de douleur, quelle que soit leur couleur de peau, donc in extenso, qui sont dans une démarche, quelque part, de comprendre que la dignité humaine, ça doit être le trésor le plus partagé dans l'humanité. Pas de sectarisme, mais simplement une volonté de clarté par rapport à ceux qui sont prêts à écouter. Mais ceux qui sont bornés, ceux qui sont là pour juger, je n'ai pas le temps de me préoccuper de ces derniers. Voilà. Mais donc c'est vrai que comme tu viens de le dire, quand le pouvoir, le système, les médias mainstream jettent la vindicte, font une cabale contre quelqu'un, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, effectivement. Donc on va enchaîner donc sur Black Nihilism, donc ton livre qui est sorti donc chez New African Cultures Edition. Que je tiens à le préciser, hein, j'ai beaucoup apprécié, même si je n'avais pas lu le précédent. Tu l'as lu depuis, j'espère. Non, je n'ai pas. Oui, j'ai lu beaucoup de livres, mais pas celui-là. Mais ce sera réparé. En tout cas, je dis toujours que pour ceux qui ne l'ont pas lu, Supranégritude, c'est toujours bien, parce que là, beaucoup de gens ont lu Black Nihilism, mais c'est toujours bien de lire le premier, parce que Black Nihilism est la suite. Même si on peut lire Black Nihilism sans avoir lu Supranégritude. Mais ça donne encore plus de force en lisant Supranégritude et en lisant Black Nihilism. Mais le mieux, parfois, c'est de commencer par Black Nihilism, qui est purement politique, et de chercher par la suite à comprendre la genèse de ce combat politique. Et là, on rentre dans Supranégritude. Donc, on peut commencer par Black Nihilism, et après Supranégritude. Voilà. Très bien. Donc, je vais lire quelques passages. Hein. Donc, c'est Grégoire Biogo, dont tu pourras nous dire un mot, qui a préfacé ton livre. Et donc, il dit « On peut raisonnablement situer dans ces 2 années antithétiques allant de 2012 à 2014 le moment des plus grandes mutations du destin du nouveau héros du panafricanisme, donc toi. Il faudra aussi y voir le passage et la prévalence de l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité, selon les canons weberiens revisités par Ricoeur lui-même. » Écoute, qu'un aîné de cette sapience, parce que Grégoire Biogo, aujourd'hui, il fait partie des plus grands philosophes africains, n'ayant pas peur de le dire. Sur le terrain francophone, c'est peut-être probablement le plus grand aujourd'hui, le plus pointu dans la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, lui et moi. Hein. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles il ne va pas être d'accord avec moi et vice-versa. Mais c'est un aîné pour lequel j'ai un amour illimité. Et qu'il dit ça, c'est quelque chose qui me touche, qui est lourd sur les épaules à porter, mais qui correspond, en termes de description, à une réalité. De l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité. Beaucoup d'entre nous on est convaincus quelque part. Exactement. Très bien de décomposer aussi, de le déconstruire. Comme disait Derrida, on sait que les choses vont mal, mais très peu sont prêts à prendre les responsabilités pour faire en sorte de vaincre ce mal. Et c'est là où on doit quelque part rentrer dans une démarche d'autodétermination. L'autodétermination, c'est ça. Cesser simplement de constater ce qui ne va pas, mais s'il le faut, si on en a la possibilité, aller sur le terrain pour faire en sorte que cela change. Et quand j'y aller sur le terrain, en priorité terrain africain, mais si on ne le peut pas, aller sur le terrain ici en étant une force économique en tant que communauté pour faire en sorte de pousser les projets de développement pour les nôtres sur le continent. Et quand je dis développement, je dirais même plutôt de résistance pour les nôtres. Donc il y a eu un changement. Ma résistance dans la diaspora était une résistance par rapport à la manière dont on voulait et dont on veut, parce que ça continue toujours. Mon combat est bicéphale, je combat sur la diaspora et sur le continent, dont on veut dissoudre la communauté afro-diasporique.
en disant vous n'avez pas à parler de fierté de vous, vous n'avez pas à parler de solidarité, vous êtes en France, donc il n'y a pas de couleur de peau qui compte, etc. Je suis tombé, Césaire dont je connais les œuvres par cœur pourtant, je suis tombé sur quelque chose de Césaire en prison que je veux vous lire si ça ne vous dérange pas, et qui est plus que jamais à propos par rapport à la réalité de notre réflexion. Césaire, dans une lettre qu'il adressait au Parti communiste français à l'époque où il en avait démissionné, c'est pour les quelques ignorants des gauchistes d'extrême gauche ou d'extrême droite, d'accord, qui aiment dire oui, la plupart des grands révolutionnaires africains étaient des marxistes. La grille de lecture du marxisme est importante, mais ce n'est pas un tout, ce n'est pas une finalité, et il y a des choses qui dépendent de l'ontologie, de la réalité, du paradigme de vie des peuples en question. On ne peut pas imposer, sinon c'est une autre forme de mondialisme aussi, que d'imposer une façon de penser à tout le monde. Et j'ai envie de dire que sur le terrain communiste, on était communiste avant que le communisme existe dans les sociétés traditionnelles africaines. Ça, c'est un premier point aussi qu'il faut préciser. Césaire dit « Je crois que les peuples noirs sont riches d'énergie, de passion, qu'il ne leur manque ni vigueur ni imagination, mais que ces forces ne peuvent que s'étioler dans des organisations qui ne leur sont pas propres, faites pour eux, faites par eux, et adaptées à des fins que seuls peuvent déterminer. » Alors, les ignorants diront à titre posthume que Césaire était un racialiste. Les ignorants diront que Césaire était un communautariste. Non. Il y a une réalité sur laquelle il est nécessaire que les gens dotés de raison, quelle que soit leur couleur de peau, réfléchissent. Cette réalité est que la population africaine, les populations africaines dans leur ensemble, ont vécu une réalité historique, politique, d'une brutalité telle qu'il est nécessaire qu'on se reconstitue notre propre destin. Et se reconstituer notre propre destin ne veut pas dire qu'on veut exclure le reste de l'humanité du festin qu'est la dignité. Et sur ce terrain-là, on a envie d'inviter tout le monde, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on s'organise d'abord. C'est ça notre discours sur ce terrain-là. Voilà. Très bien. Alors, toujours dans la préface, il y a ce passage qui m'a pas mal marqué également. Frappé, donc ça parle du vivre ensemble. Frappé encore par l'absence, l'inachèvement, les hésitations, lézardé par les divisions et par la précarité, la misère, le manque d'être, le vivre ensemble continental n'en est pas moins exigible d'une grande pensée philosophique et politique de la libération. Car il a du prix. Son inconditionnalité est d'autant plus grande qu'il se donne objectivement comme l'une des conditions radicales du vivre ensemble planétaire. Donc c'est exactement ce dont tu viens de parler. Pour corroborer ton propos, je rajouterai aussi une chose qui est que, comme le dit justement le philosophe Grégoire Biogo, c'est l'exclusion qui crée le besoin de se constituer telle sa propre puissance. C'est de l'exclusion que naît ce besoin-là. L'autodétermination naît du sentiment, d'une part, d'exclusion ou d'oppression à partir du moment où nous sommes dans une société où on n'est pas considéré à égalité quelque part, non pas par la masse, qui elle-même prolétaire occidentale souffre, mais par les élites. Et ce sont ces élites-là qui sont dans cette démarche de, quelque part, ostraciser les minorités dont nous faisons partie en Occident. Enfin, les minorités, j'aime pas ce terme, mais c'est quelque chose qui correspond à la réalité diasporique en tout cas. Alors un truc qui m'avait pas mal énervé sur les fils de discussion sur Internet, c'est justement ceux qui te dénient aussi le droit d'avoir évolué. Tu serais resté le Camille Seba d'il y a 10 ans ou 15 ans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est pas le sujet. Mais moi j'avais noté quand même qu'il y avait une évolution. Justement, donc par rapport à cette évolution, tu précises dans ton livre, je laissais de côté divers aspects de l'organisation qui au fond de moi me déplaisaient. Donc là tu parles de la Nation of Islam. Et donc ces points qui au fond de toi te déplaisaient, donc c'est l'alliance à la scientologie et la démonisation essentialiste des Blancs et d'autres sujets. Donc est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu de ça, parce que c'est vrai que c'est des gens qui peuvent être surpris par ces propos. Moi, tu sais, je pars du principe que on est dans une urgence géopolitique réelle et que tu parlais des réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma spécificité sur les réseaux sociaux. Hein. Quand j'ai la possibilité, je regarde sur ma page fan ce que mes sympathisants disent. Après, je m'intéresse à quoi? À l'actualité politique, géopolitique globale. Le reste, des détracteurs, et je vois de quel tu parles, que ce soit des gens d'extrême gauche ou autres, et pas seulement, d'accord, mais majoritairement, les paternalistes bobos, n'ayant pas peur de dire les mots, qui vont dire qu'Kémy Séba était un extrémiste anti-blanc, Kémy Séba était un ceci, ou Kémy Séba était donc allié à la scientologie. J'ai jamais été allié à la scientologie de ma vie.
Et crois-moi bien que vu le degré de diabolisation que je vis, contrairement aux militants virtuels qui sont dans une démarche d'essayer de nous critiquer, si j'étais dans une démarche d'être allié à Scientologie, tout le monde en aurait parlé, le Parisien en aurait parlé, le Libération en aurait parlé, tout le monde en aurait parlé, chose qui ne se prive pas de faire pour le ministre Louis Farrakhan. D'accord? Donc je n'ai jamais été dans cette démarche. J'ai simplement dit précisément, à une période où j'ai été dans la Nation of Islam, et j'explique dans le livre, après je pense qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans plus de détails, que, à l'époque où j'étais étudiant, en tout cas du ministre Louis Farrakhan, qu'on étudie partout. J'ai étudié aussi chez Charanta Diop, d'accord? Quand je dis j'ai étudié chez Charanta Diop, je ne l'ai pas étudié de son vivant, mais j'ai étudié ses thèses, en tout cas, lorsque lui-même était déjà mort. Ça ne veut pas dire que j'épouse la totalité des réflexions. Mais j'étais dans une démarche, comme j'explique dans le bouquin, de défendre la posture qui est que les critiques se font en interne, dans une organisation, mais qu'en public, on défend le droit à chacun de nouer les alliances avec qui il veut. Moi, le ministre Louis Farrakhan, et j'ai pas envie de perdre 1000 ans pour parler d'un islam parce que je n'y suis plus. C'est ce que j'explique dans le bouquin. Je n'y suis plus et je n'y serai plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, mes activités panafricaines ne me laissent plus de toute façon, comme je l'explique précisément, le besoin ou la nécessité d'être dedans. Et ça arrange puisque d'autres personnes, je pense, trouvaient peut-être ma présence envahissante. Peu importe. En tout cas, je dresse la paix, ma profonde affection à mon grand frère Michael Youssouf Mohamed d'un Nation of Islam que j'aime profondément, à Roja Tangana Mohamed qui est un grand frère que je respecte profondément et je souhaite tout l'amour possible à la nation d'islam. Maintenant, ce n'est pas ma démarche est panafricaine. En ce qui concerne la Scientologie, je dis et je répète, ils ont des procédés qui apparemment permettent à d'autres de s'en sortir. Moi, j'explique dedans ce qui me gêne dans la Scientologie, beaucoup de choses, mais au moment où j'ai défendu la Nation of Islam, je n'ai pas défendu la Scientologie. Et ce qui est intéressant, ce sont toujours les abrutis qui font des vidéos, vous savez, il va y avoir un raisonnement d'1 quart d'heure, ils vont sortir 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes de 1 quart d'heure pour dire, et ils vont mettre les titres mensongers, parce que c'est des no-life, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot, ces gens-là, ils ne travaillent pas, la plupart du temps, objectivement, et ils vont vous dire, oui, Kémy Séba, ils vont mettre le titre Kémy Séba, soutien à la Scientologie. J'ai pas le temps avec ces gens-là. Ils ne m'ont jamais intéressé. Voilà. Tout le monde sait que je maintiens toujours une distance critique, mais je dis que des gens qui veulent aller discuter avec tout le monde, moi j'ai pas peur de discuter avec tout le monde. Mais discuter ne veut pas dire embrasser les thèses de tout le monde. Point. Voilà. Pour être encore plus précis, c'est pas parce qu'on s'intéresse à la dianétique qu'on épouse les thèses de la Scientologie. Donc, alors j'ai passé à un autre sujet. Donc, sur ta différence de traitement en Afrique et en Europe, je cite un petit passage. Il est intéressant de noter que mon statut de révolutionnaire africain, en tout cas considéré comme tel par la jeunesse locale, me permettait de faire mes conférences dans les universités les plus prestigieuses en Afrique, alors que j'étais vu comme un terroriste par les mêmes universités en Occident. C'est un petit peu ce que la 4e de couve de mon livre, écrite par ma grande sœur Séchen, résume. Terroriste identitaire noir pour l'oligarchie d'Occident et penseur panafricaniste, révolutionnaire pour la jeunesse africaine du continent. C'est quelque chose que j'ai pu constater de facto. C'est d'ailleurs Jeune Afrique s'en est étonné parce qu'ils ont été habitués à me voir extrémiste, qualifié comme tel en Occident. Et ils voient l'audience, lorsqu'ils ont venu faire le reportage là-bas, l'audience qu'on a sur le continent, ça les choque. Mais il y a une réalité qu'on ne doit pas nier. C'est que la dignité, l'appel à la dignité des Africains, l'appel à la résistance africaine dans les nouveaux enjeux de ce début de XXIe siècle. Les enjeux qui sont la résistance au mondialisme aujourd'hui, qui est l'ultime forme du colonialisme aujourd'hui. Ça touche la jeunesse africaine. Et ça ne touche pas simplement la jeunesse africaine. Il faut savoir que contrairement à la diaspora, sur le continent, par exemple, certains se sont demandé comment il a réussi un dissident de son poil, réussi à avoir une si grande audience à la télé. J'ai même lu Le Torchon des Inrecuptibles, qui s'étonne de la notoriété, il le précise bien, je pense en souffrant, en disant, en gros, on ne peut pas nier qu'il a une grosse notoriété en Afrique aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que dans les hautes sphères, dans certaines hautes sphères, là, par exemple, je travaille à la 2S TV, dans Le Grand Rendez-vous. Émission qui, d'ailleurs, je tiens à le donner, à préciser cette information pour les fans, il y avait une rumeur selon laquelle elle arrêtait. Même Alioune avait menacé d'arrêter si on n'était pas plus soutenu par la chaîne 2S TV. Tu le présentes comme étant On n'est pas couché africain On n'est pas couché version Zemmour et Nolo. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a été dit. C'est-à-dire que dans le contrat, il m'a été dit si tu fais de la chronique et de la critique, ça sera du Zemmour, mais version panafricaine. C'est-à-dire l'opposé de ce gnome sur lequel on pourrait parler longuement aussi. Bref. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a touché les gens. Et l'émission continue. Donc, il y avait une rumeur sur laquelle elle a arrêté à la fin de cette année, excusez-moi. Et finalement, elle est reconduite encore une fois par la grâce de Dieu. Donc, je retrouverai l'émission télé à la mi-décembre. Je tiens aussi à le préciser pour les frères et sœurs. Cette émission, le producteur de cette émission, c'est un panafricaniste qui subit des pressions. N'ayons pas peur des mots. Ne croyons pas que quand on engage Kémy Séba, tout se passe. Il subit des pressions de de cette oligarchie qui est présente aussi au Sénégal, ce que j'appelle l'oligarchie sénégauloise, qui sont plus gaulois que les Gaulois eux-mêmes, qui aiment plus la France que les Français eux-mêmes, et qui disent lui est un extrémiste noir. Mais qu'est-ce que Alioune répond? C'est un extrémiste noir selon vous, parce que selon les maîtres que vous écoutez. Mais sur le continent africain, le message qu'il donne, ou dans la diaspora, le message qu'il donne est suivi par des dizaines de milliers de gens. Et ça, c'est une réalité qu'on peut nier. Voilà. Pour revenir toujours sur l'émission, donc le grand rendez-vous sur 2STV, donc tu n'animes pas de la même manière que tu animais avant. Tu parles d'une troisième voie, donc parce que tu t'es adapté entre guillemets à la réalité africaine. Donc tu dis dans ton livre, il fallait donc trouver l'équilibre entre l'extrême cordialité et la brutalité oratoire des débats d'idées opposant vainqueurs et vaincus. J'optais pour une troisième voie, tout simplement élever le débat en n'attaquant pas, sauf exception bien évidemment, mon adversaire. Mais en le questionnant pour susciter en lui des réflexions allant dans le sens du dépassement de soi. Donc cette troisième voie, justement, entre un style auquel tu étais peut-être plus habitué et puis un style africain où il y a le respect. Il faut savoir une chose, l'environnement urbain d'Occident est très différent de la réalité africaine, continentale, où la bienséance, où la politesse, où l'extrême cordialité doit être de mise. L'afro-insolent, le thug life, entre guillemets, de la diaspora d'Occident n'était pas adapté, j'ai envie de dire, à la réalité du plateau télé sénégalais. Il fallait être sur le plateau en Afrique, parce qu'il faut savoir que le grand rendez-vous est regardé dans toute l'Afrique francophone, diffusé via le bouquet Canal+. Canal+ sert au moins à ça. Canal+ Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, les gens qui nous regardent, la manière dont ils nous observent, c'est l'intelligentsia qui nous regarde. C'est l'intelligentsia, c'est le milieu universitaire qui nous regarde. Étudiants et professeurs, c'est les ministres qui nous regardent. Donc c'est ceux qui décident, et évidemment la masse, parce que le rapport que l'Africain a à la télé est différent du rapport que les Occidentaux qui ne croient plus en la télé aujourd'hui. Mais en Afrique, c'est très différent. Beaucoup de gens n'ont pas Internet. Donc le média, c'est la télévision. Donc il y a des millions de gens qui nous regardent à différents endroits. Et je me dois d'être respectueux vis-à-vis de ces derniers. Maintenant, il est évident aussi qu'il y a eu des moments, des passages, on ne va pas y revenir sinon on lit tout le livre, mais où j'ai fait tomber le costume du chroniqueur politique panafricain aimé par de la ménagère, beaucoup aimé d'ailleurs, mais qui pouvait parfois éviter j'ai envie de dire, la gentillesse qui était dans l'affrontement et dans la confrontation virulente d'idées. Ça m'est arrivé. Voilà. Je suis sorti de mes gonds. J'ai aussi envie de te dire que, et c'est ce que j'explique dans le bouquin, beaucoup de paramètres ont fait que je suis sorti de mes gonds. Je reviens dessus. Je ne tomberai plus dans ce piège. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait non plus. Parce que c'est quelque part, paradoxalement, ce qui m'a permis de passer à une autre étape. Et on y reviendra peut-être. Voilà. Alors c'était face à un gars du mouvement Y'en a marre, je crois. Voilà. Que j'appelle autrement dans le livre, mais ça correspond à ça exactement. J'ai eu une confrontation avec, ce sont mes frères. Moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas mes frères, mais ce sont ceux qui manipulent ces derniers. Voilà. Et c'est dans cette démarche-là que je suis. Ceux qui tentent de manipuler ces derniers, j'ai toujours été dans cette démarche de prévenir. Maintenant, après, je veux dire que je ne vais pas passer mon temps à prévenir des gens qui ne veulent pas entendre. Voilà. Et ceux qui ne veulent pas entendre n'entendent pas. Je n'ai pas besoin d'eux. Mon message est entendu à auprès de millions de personnes, pas qu'au Sénégal. Les gens savent. Internet aujourd'hui a globalisé le message, la télévision a explosé l'audience de notre message, et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, de toute façon, on prévient. Ceux qui veulent entendre, ceux qui ne veulent pas entendre, n'entendent pas. Ça ne nous empêche pas de dormir objectivement. Ils ne sont pas nos baromètres ni nos maîtres. Alors il y a un distinguo avec lequel je suis vachement en accord, c'est quand tu fais le distinguo entre
Ouais. Moi, je parle comme ça. Des fois, je suis châtié, des fois, pas du tout. Et alors, mondialisation et mondialisme, tu fais une distinction entre les deux et que je trouve très pertinente. Donc, est-ce que tu pourrais développer sur ce sujet? Développer, je vais être plutôt synthétique parce que je pense que c'est extrêmement important de l'être pour que les gens comprennent bien. Parce que les gens confondent hystériquement, notamment en Afrique, ce terme-là. Quand je critique le mondialisme, ils vont penser que ah non, mais la mondialisation est un phénomène naturel. Et c'est vrai, la mondialisation, c'est un phénomène naturel de rapprochement des peuples via justement la libération du marché, de la communication, etc. Sur ce terrain-là, c'est quelque chose qui est positif pour l'humanité dans son ensemble. C'est ce qui fait que le Kémy Séba que je suis au moment où je te parle, je suis à l'heure actuelle en France. Demain, ça sera vu à Cotonou, ça sera vu à Douala, ça sera vu à Dakar, ça sera vu à Montréal, ça sera vu à Bruxelles, à Londres, etc. Ça, c'est la mondialisation. Et c'est une chance, j'y crois profondément. Le mondialisme, comme la plupart des termes en isme, sauf le panafricanisme, je le précise, c'est la dégénérescence de ce phénomène naturel pour, quelque part, via cette dérégulation, accélérer ce processus de rapprochement des peuples pour être dans une démarche, in fine, d'uniformisation de ces derniers. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rapprochement, on est dans la logique de confondre ces peuples-là. Et là, on va dans autre chose. À mon tour de citer Aimé Césaire, du coup, parce qu'il disait que donc, les deux dangers qui nous guettaient, c'était l'emmurement dans le particulier, donc la crispation identitaire, et puis la dilution dans l'universel, donc le mondialisme. C'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire que la résistance au mondialisme, c'est quelque part, en tout cas, c'est ce que je dis dans Black Nihilisme, s'enraciner tel un arbre, avec des racines solides, avec des fruits qui sont donnés à toute l'humanité. Tout le monde peut manger les pommes. Tout le monde peut manger les oranges. Tout le monde, si c'est un pommier, tout le monde mangera les fruits qui sont les nôtres. Mais les racines ne peuvent pas être à 1000 endroits. Elles doivent être enracinées sur une terre. Ma terre, en tant que panafricaniste viscéral, c'est la terre mère. Exactement, exactement. Et à ceux d'ailleurs, ça me permet aussi d'adresser une petite crotte de nez, pour employer ce terme-là, une petite pique, les personnes qui n'ont pas la connaissance historique, qui n'ont pas la culture générale pour comprendre que le projet du panafricanisme, c'est de faire sauter les frontières qui nous ont été imposées via la conférence maçonnique de Berlin en 1884 et 1885, et donc par conséquent l'histoire de se revendiquer camerounais, l'histoire de se revendiquer sénégalais, l'histoire de se revendiquer béninois est quelque chose qui aujourd'hui fait office d'aliénation culturelle et politique maximale. C'est un problème. Et le panafricanisme, qui est considéré comme... Parce que en Europe, dans les milieux patriotes ou occidentaux, ou même dans la bourgeoisie, le panafricanisme est considéré comme l'équivalent du pan-européisme. On se dit c'est un projet mondialiste. C'est pas un projet mondialiste. Ça n'a rien à voir. Et on ne peut même pas comparer le projet de l'Union européenne au projet du panafricanisme. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. C'est un projet de résistance qui a été fait par les pères fondateurs de nos libérations, par les Lumumba. Sankara lui-même encore, qui fait partie de la deuxième vague de ce panafricanisme. Et Sélassie évidemment, en faisait partie. Ruben Oumniobé, Amilcar Cabral. Tu comprends ce que je veux dire? Et toutes ces personnes-là étaient dans cette démarche-là. Césaire dont on parle, qui faisait partie de la diaspora, faisait partie aussi de ces personnes-là. C'est un projet de libération. C'est notre logique. Et c'est par ce biais-là qu'on peut se permettre d'avancer. Et donc, le but de s'enfermer dans son enclos en pensant, oui, au XXIe siècle, la question n'est pas d'être fier du numéro de matricule qu'on nous a donné. En prison, mon numéro de matricule, c'était numéro 414-848. Mais je ne vais pas faire de ce numéro de matricule qu'on m'a donné mon identité. Je choisis mon identité. C'est cette démarche-là dans laquelle nous, on est en train de s'installer. D'ailleurs, moi, ma théorie sur les identités, c'est qu'elles sont multiples. Moi, je suis vendéen, mais je suis aussi parisien. Enfin, j'habite toujours habité en région parisienne. Je suis aussi français, je suis européen, je suis blanc, mais je suis un citoyen du monde aussi. Voilà. Enfin, c'est des poupées russes, ces identités. On n'a pas une seule identité. Ceux qui se concentrent que sur une seule de leur identité, ils s'appauvrissent eux-mêmes, finalement. Moi, à cette démarche-là, autant j'entends parfaitement ce que tu dis. Et j'ai envie de te dire qu'en off, enfin, on est en on là, mais en off, je te rejoindrai. À la nuance près que dans une période de dilution extrême des identités, ce constat que tu fais qui est une réalité. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, je suis un afro-descendant. Je suis pas né sur le continent. Je ne vais pas me mentir. Je suis pas dans le cliché de... Je ne vais pas faire semblant, dire aux gens, arrêtez, oui, je suis né en Afrique. Je ne suis pas né en Afrique, je suis né à Strasbourg. J'ai vécu dans les 4 coins de la France. Et à partir de 14 ans, j'étais en banlieue parisienne. Et de 14 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai vécu dans le 9-2, comme dirait l'autre, en région parisienne. Tu comprends ce que je veux dire? En banlieue parisienne, j'ai pas de problème à le dire. J'ai vécu, je suis un afro-descendant. Et j'aurais toujours plus de facilité à communiquer. Ça ne veut pas dire que je me sentirais plus proche. Mais j'aurais toujours plus de facilité à communiquer ou à échanger
Par exemple, quand sur la terre-mer, je rencontre des afro-descendants qui sont en vacances, à chaque fois, je reconnais à l'accent banlieusard ou à l'accent je sais, toi, tu viens de tel endroit, toi, tu viens de tel endroit. Et on rigole. Ce qui ne veut pas dire que je me sentirais plus proche de l'afro-descendant que de l'Africain du continent ou du Caribéen. Ce n'est pas ça. Mon peuple est partout, à ces endroits-là. Notre identité est multiple. Sur le fait que je suis un afro-descendant, panafricaniste, noir de peau, mais je suis aussi quelqu'un qui est un frère en humanité de toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, qui se battent pour la dignité. Ça, c'est clair. Ça, j'aimerais qu'on lève un malentendu, parce que ça a été accusé ça, que tu inversais la pyramide de la hiérarchie des races, et que les Aryens, en fait, mettaient le blanc tout en haut et les noirs tout en bas, et que toi, tu mettrais les noirs tout en haut et les autres tout en bas. Alors qu'en fait, là, si j'ai bien compris, et tu me corrigeras si je me trompe, la seule chose que tu dis, c'est que dans un passé très très lointain, il y a une civilisation noire qui apparemment aurait apporté beaucoup à l'humanité. Je veux dire que ça, c'est. Tu vois, même à l'UNESCO, dans les livres, on en parle. Hein. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de secret que les parents de la civilisation sont les premiers hommes, quelque part. Et ces premiers hommes-là, c'était pas des autres. Moi, je fais pas partie de ceux qui sont les darwinistes qui disent on était des singes, on était dans les branches, après on marche. Moi, je suis un traditionnaliste, donc je ne crois pas à ça. Je suis dans une démarche créationniste, plus que darwiniste, je le précise. Mais au-delà de ça, la civilisation égypto-nubienne, ça, dès que je dis ça, les luganistes, les amoureux de Bernard Lugan, les suprémacistes caucasiens deviennent hystériques. Je m'en carre le FION, c'est pour parler clairement, je te le dis objectivement, ce n'est pas mon problème qu'ils ne comprennent pas ça. C'est quelque chose qui, aux États-Unis, tu vas dans les milieux même blancs ou afro-américains, tout le monde sait ça. En Afrique, tout le monde sait ça. Je vais en Orient, c'est quelque chose qui ne fait même pas débat. Mais il n'y a que en France aujourd'hui, parce que même en Angleterre, les gens ne doutent pas de ça. Mais en France, c'est ah non, ce n'est pas vrai. Champollion Figeac a dit que l'Égypte c'était des. Non. Bah écoute, moi je laisse ces gens-là. Alors en réalité, c'est pas un problème. Mais dire ça ne veut pas dire que je dis qu'il y a une démarche de suprématie des uns au détriment des autres. Jamais de la vie. Et j'ai envie de dire que si on était des suprémacistes, quand je vois l'état de l'Afrique aujourd'hui, il n'y a objectivement pas de quoi oser proclamer une quelconque suprématie. Je te le dis objectivement. Donc non, mais moi je suis père de famille, j'ai des enfants, d'accord ? Le fait de dire que je suis leur parent ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux. Et j'ai même envie de dire une chose, je sais qu'ils seront meilleurs que moi. Donc ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Mais maintenant, les politologues nombreux qui font des papiers jour et nuit sur le combat que je mène sans en comprendre le sens. Stéphane François notamment, qui passe pour une pointure en France, mais qui est vraiment dans une perte de sens, j'ai pas peur de le dire. Stéphane François qui dit que je reprends le logos de l'arianisme, il n'a strictement rien compris. Mais ce sont des idéologues, ces gens-là. Ce ne sont pas des politologues. Ce sont des idéologues, ils sont au service d'une idéologie de domination. Et ce qui est intéressant, c'est que, en gros, ils me reprochent de ce que je ne dis pas d'ailleurs, hein, de dire que nous sommes le peuple élu. D'accord ? Ils me reprochent de le dire, mais ils ne vont jamais aller reprocher à ceux de leur communauté qui disent qu'eux sont élus par Dieu, même si nous autres n'avons pas pour eux voté. Ça mérite aussi réflexion, je le pense. D'ailleurs, peuple élu, mais c'était pas pour 7 ans le mandat. Ouais, c'était une petite blague, avec tout le respect que je dois à la communauté juive. Non, moi j'ai un profond respect pour la communauté juive en général, et c'est vrai qu'on parle plutôt de sionisme que de judaïsme. Alors pourquoi l'oligarchie sénégalaise t'a-t-elle laissé continuer à présenter l'émission sur 2STV alors que tu es clairement tu critiques violemment, de manière virulente et profonde le mondialisme, etc. Donc pourquoi est-ce que les oligarques font pas pression sur la chaîne de télé qui en plus est diffusée par Canal+? Alors je te donne un gros scoop, parce que ça aussi c'est des choses que les cercles des poètes disparus du KFC qui disent dans leur théorie du complot avec les beckets plein les mains, ces mains qui sont grasses d'ailleurs in fine, disent ici est si dangereux, pourquoi il est si dans une émission qui est vue par des millions de personnes aujourd'hui. Ils n'ont pas compris une chose, c'est qu'il y a une très forte pression sur la production du Grand Rendez-vous pour que je sois exclu du Grand Rendez-vous et qu'on prenne des chroniqueurs plus consensuels ou que même s'ils ne sont pas consensuels, mais qu'ils ne soient pas autant diabolisés en Occident. Et je vais même te dire une chose que je ne suis pas censé dire, mais il y a même des gens très haut placés dans la 2STV, que c'est une chaîne privée. D'accord ? Donc déjà, l'État ne peut pas venir mettre la pression comme il le voudrait sur une chaîne privée. Mais la pression se fait quand même.
Et il a été dit au producteur du Grand Rendez-vous, Kémy Séba est quelqu'un de très sulfureux, il est, paraît-il, anti-blanc, antisémite, etc. Et qu'est-ce que le producteur de l'émission a dit? Il a dit, anti-blanc selon les médias occidentaux, mais des millions d'Africains voient ce qu'il est chaque semaine. Et s'il touche ces gens-là, il y a des raisons. Donc il tient bon. Mais il est clair et net, je ne te le cache pas, je sais que je ne ferai pas 20 ans dans l'émission, parce que la pression est extrêmement forte. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un secret. Donc voilà, on tient. Et il faut savoir aussi une réalité, c'est que le rapport de force change en Afrique. Les masses africaines ne pensent pas comme en Occident. Donc la réalité est différente. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Alors justement, puisque ça fait 3 ans maintenant que tu es installé en Afrique, tu as pu voir aussi la difficulté qu'il y avait à s'installer sur ce continent quand on avait été éduqué dans un pays comme la France. Et donc ça m'avait touché aussi. Je veux dire, on a beau se plaindre, mais il faut dire la réalité, on est des enfants de l'opulence en France. Et le ghetto en France, ou les banlieues en France, sont considérés comme le Ritz-Carlton sur le continent. Des ghettos, quand j'y vais pour voir des sympathisants, des partisans sur la terre-mer, même dans la diaspora, de toute façon, peu importe. Mais quand je vois les ghettos sur la terre-mer, je me rends compte du véritable sens de ghetto. Je ne vais pas aller plus loin pour éviter les procès, parce qu'il y avait une vision qui me... Donc clairement, dans ta conférence, notamment, tu expliquais bien que tu ne demandais pas spécialement aux descendants noirs de quitter absolument la France. Il y en a qui ne le veulent pas, il y en a qui ne le peuvent pas. Je ne pense pas que ça serait même stratégique que nous tous rentrions en Afrique. Autant j'ai énormément de critiques sur la Chine, énormément, j'en donne quelques-unes dans mon livre, autant il y a quelque chose qui, moi, me touche dans leur démarche structurelle communautaire. La diaspora chinoise, Chinatown, partout où ils sont installés, contribue financièrement à consolider leur pays. Moi, je crois à ça. Plutôt que des histoires de quotas. Oui, on veut des noirs à la télé. Oui, on veut des noirs sur TF1. Oui, on veut des noirs à la météo. Oui, on veut des films de noirs. La plupart du temps, quand on fait ce genre de demande, on est en position inférieure. On n'a pas besoin d'être représenté par ces gens-là. Créons nos propres médias, organisons en communauté, non pas en excluant les autres. Non pas. On peut être dans des partenariats, fraternité. C'est ce que j'essaie moi-même de faire, en respectant la France. Parce que je dissocie la France, c'est-à-dire les masses prolétaires françaises qui n'ont rien demandé, de l'oligarchie, qui est elle-même d'ailleurs de française que le nom. On peut aussi là-dessus essayer de cogiter. D'accord? Mais je dis et je répète clairement qu'il est nécessaire qu'on s'organise en tant que communauté. C'est pour ça que mon combat, je le dis, est bicéphale. Certains, dans la dissidence, ça les aurait arrangés, en fait. Parce qu'ils aimeraient bien se dire qu'Kémy Séba, il est en Afrique, que en Afrique. Et si t'es en Occident, t'es français. Non, je ne crois pas à ça. De la même façon que je pense aujourd'hui, je vois quotidiennement en Afrique, quand les Français viennent en Afrique, même des Français qui sont très respectueux, là n'est pas le problème, ils ne sont pas africains, ils ne se disent pas africains, ils ont leur spécificité. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, ce que je veux dire, moi je parle de la majorité, ce qui ne veut pas dire que les exceptions n'existent pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de parler de la majorité dans le cadre qui est le nôtre. Dans le cadre qui est le nôtre, je le dis et je le répète, on peut vivre en France, respecter les lois de ce pays. Mais l'assimilation, je refuse ça. Et je refuserai toujours ça. On ne demande pas aux Chinois de s'assimiler. Ceux qui le veulent, maintenant, ceux qui le veulent, il y a des Gaston Kellman, il y en a d'autres qui sont plus français que les Français eux-mêmes. Une minorité, objectivement, chez les afrodescendants, parmi toute l'expérience que moi j'ai pu avoir. Mais il y en a, ils en ont le droit. Le but n'est pas d'être incarcéré dans une identité, mais le but est de ne pas servir de punching ball à des courants qui ne sont pas les nôtres, pour paraphraser justement Césaire. Et c'est ça que je ne veux pas. Organiser, c'est pour ça que mon combat bicéphale, s'organiser dans la diaspora ou sur le continent, panafricanisme de construction. Quand je dis construction, c'est construction idéologique, construction politique, de reconstruction, parce qu'aujourd'hui tout est à faire. Le panafricanisme a été paralysé depuis la mort de nos aînés, c'est quelque chose qu'on ne peut nier. Et dans la diaspora, organisation communautaire, pour ne pas être le jouet du mondialisme, pour ne pas être simplement bon, uniquement carapé, danser, taper dans un ballon, ou même lorsqu'on réussit dans les postes, lire les prompteurs de ce que les maîtres veulent que l'on fasse. Je ne citerai pas de nom. Donc, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça me fait penser que en fait, la diaspora malienne, j'avais lu ça quelque part, envoie au Mali 3 à 4 fois plus d'argent que l'aide au développement française au Mali. Donc, Maintenant, le plus grand rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin de passer par Western Union
Et c'est là aussi où on a créé quelque chose de fort qui s'appelait à la base la MBAD, Microbanque africaine de développement, qui s'appelle aujourd'hui DIAS, parce que banque, la terminologie de banque aujourd'hui fait frémir en Occident, même si sur le continent, ça rassure paradoxalement. C'est peut-être pour ça qu'on se fait plumer autant, d'ailleurs. Donc Diaspora, qui est dans une logique, justement, d'être une interface qui permette d'éviter de passer par Western Union et qui permette surtout de favoriser les projets de ceux qui se démènent. Parce que le problème de Western Union, c'est quoi? C'est que quand tu as une famille, et on a tous les Africains et les Afro-descendants ont une famille toujours à nourrir, d'accord, ou à soutenir, et on envoie. Mais en envoyant, quel est ce problème? On envoie parfois à des frères et des sœurs qui n'ont que seul mérite d'être nos cousins, mais qui ne produisent pas forcément quelque chose. Et d'autres familles ou d'autres jeunes frères démunis, j'envoie des milliers chaque année au pays, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, ou les autres endroits, au Nigeria, j'ai l'occasion de voyager, qui, eux, n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de cousins, mais qui ont des projets, qui sont brillants. Et Dias sert à ça, à financer ces projets-là. Et c'est dans ce cadre-là, je pense, taper Dias aujourd'hui sur Google, vous aurez l'occasion de trouver un certain nombre d'informations à ce sujet. Et de toute façon, on en parlera dans les prochaines conférences. On en a parlé déjà à de nombreuses reprises. C'est quelque chose qui est lancé et qui est déjà en train d'être enclenché. Je passe le bonjour au frère Daniel à cette occasion. Okay. Alors concernant la France-Afrique, il y en a qui disent que ça appartient au passé, etc. Moi, je pense que tant qu'il y aura le franc CFA, il y aura la France-Afrique, de toute façon. Alors il y a un truc qui m'a surpris dans ton livre, tu parles du ministère de la Défense et de son rapport au panafricanisme, parce que donc dans un rapport prospectif à 30 ans rédigé donc, par ce ministère en 2012, intitulé Horizon stratégique, donc il parle du panafricanisme. J'étais très surpris que le ministère de la Défense, mais en même temps c'est logique. Oui, c'est logique, mais je vais y venir justement. Et il dit donc, ça c'est une citation du rapport, parallèlement et paradoxalement, les sentiments nationalistes et ou panafricains pourraient se développer, parfois au détriment des intérêts occidentaux. C'est lourd de sens. C'est lourd de sens, et quand on comprend les persécutions que je vis, sans être dans une quelconque victimisation, mais l'acharnement politique que nous connaissons, cela rentre de plein pied avec cette réalité qui est qu'ils ne veulent pas le réveil aujourd'hui d'une fibre panafricaniste. Ils ont bien compris, dans le rapport prospectif, ils ne parlent pas de fibre nationaliste en ce qui concerne le continent africain, parce qu'ils ont compris, ces gens-là sont des cerveaux, eux aussi, ils ont compris que la réalité du nationalisme africain au XXIe siècle et le panafricanisme est de transcender les nationalités factices imposées par les lobbies maçonniques. Ça, ils le savent. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, ne soyons pas, j'ai envie de dire, des personnes qui sont dans la logique de la théorie du complot. Mais je constate quand même que pendant des années, le lieu historique de surveillance des services de renseignement français, c'était le Gabon. Peu de temps après, en Afrique subsaharienne, en Afrique noire je parle, aujourd'hui, ils sont venus au Sénégal pour surveiller, pour contrecarrer, pour perturber. Et tous ceux qui viennent me voir dans les conférences universitaires en Afrique savent de quoi je parle. Ils le savent. Donc ça doit normalement poser réflexion. Ils savent, la force de nos adversaires, c'est qu'ils prévoient. Nous, on ne se contente parfois que de voir. Et je pense qu'on doit aussi s'inspirer de leur capacité à être dans cette logique de prédictibilité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Alors, je ne suis pas là pour faire une entrevue uniquement consensuelle, hein, sinon je vais me transformer en Dricker de la dissidence. Et donc, il y a un truc que je n'ai pas compris, limite qui m'a choqué, donc je le dis. Tu dis « Je comprenais que ce qui dérangeait le milieu médical talmudo-centré était que des WASP, donc là tu parles de la scientologie, que des WASP s'organisent dans son consentement pour soigner les maux de l'être humain. » Alors que moi, il ne me semblait pas que les WASP soignaient tellement les maux de l'être humain. Alors, j'ai peut-être pas compris. Il faudrait expliquer ce que c'est de ce contexte. Alors, je vais redire tout le paragraphe. Non, je sais que ça risque peut-être d'être lourd pour les lecteurs, mais j'explique clairement. La plupart du milieu médical que nous connaissons en Occident et du milieu pharmaceutique, c'est une élite qui tient ça. N'ayons pas peur des mots. Mais cette élite, elle fait partie d'une caste précise. Il y a des associés. Dans toutes les communautés, il y a des associés. Mais elle fait partie d'une caste précise.
Alors je vois d'ici les gens qui vont taxer Kémy Séba d'antisémitisme, je ne vais pas citer de nom, mais ils vont dire que c'est de l'antisémitisme. Non, ce n'est pas de l'antisémitisme que de constater ça. De la même façon que je n'ai pas peur de dire que quand je suis en prison, oui en effet, la majorité des détenus étaient noirs et arabes, comme le disait Zemmour. Sauf que l'escroc Zemmour ne dit pas que la majorité, déjà ne dit pas pourquoi ils sont en prison, parce que la conséquence c'est facile d'expliquer, mais c'est dommage de ne pas parler de la cause. Et c'est encore plus dommage que ce même Zemmour ne parle pas de ceux qui sont les escrocs en col blanc. Ceux qui sont en bas, c'est facile d'en parler, qui détournent des petites sommes, mais parler de ceux qui détournent des millions, c'est plus difficile. Et je dis que ce qui déclenche l'hystérie aussi vis-à-vis de cette structure, de ce courant-là, que moi je n'aime pas particulièrement, c'est qu'à la base, ce ne sont pas des membres de cette caste qui l'ont fondé, même s'il s'est associé à des gens qui sont des satanistes. Et je n'ai pas peur de le dire, quand on est proche de Crowley, etc., moi je ne me sens pas concerné par ça. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Voilà, donc comme ça les choses sont claires sur ce terrain-là. Alors tu parles également de la rue, la différence entre la rue que tu as connue en France et la rue africaine. Et j'ai beaucoup aimé au niveau littéraire comment tu décrivais ça, donc je vais essayer de lire la citation. La rue était le royaume des âmes brutes. Donc là tu parles de l'Occident. S'y côtoyaient les barons de la sincérité et les ultimes langues de pute. Les sages, les fous, les personnes pieuses ou les hommes et les femmes en rute. Les êtres perdus et ceux prêts à tuer pour atteindre leur but. La rue africaine avait sa spécificité de respirer la vie, même quand la pauvreté ou la maladie voulaient l'entraîner dans la chute. Oui, je pense que ça résume parfaitement la situation de la complexité du milieu urbain, qu'il soit continental ou occidental ou diasporique. Moi, à titre personnel, la rue a été mon école. Je le dis toujours, je suis un peu comme Bouddha. Je ne fais pas partie de ces gens, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui en banlieue, qui cachent que nos parents, à la base, beaucoup étaient des diplômés. Il y avait des ouvriers, il y en a qui ont galéré, mais ça n'empêche pas une grande intelligence. Il y en a d'autres qui étaient des diplômés. Il y a des gens qui partent de ghetto, qui sont des fils d'ambassadeurs. Je trouve ça ridicule. Ou du moins qui sont dans une logique de cacher qu'ils sont des fils d'ambassadeurs. Moi, j'ai jamais caché que je suis issu d'un milieu favorisé et que ma famille, je vais aller plus loin, est une grande famille. C'est un problème pour personne. J'ai aucun problème à le dire. Mais comme Bouddha, qui était dans le palais, Bouddha, à un moment, est sorti de ce palais. Et c'est en sortant de ce palais qu'il s'est formé. Et bien, de la même façon, c'est en sortant et en commençant à traîner dehors et à faire de ce dehors mon lit que j'ai pu lire ce qu'il y avait dans le cœur de bon nombre de gens et que j'ai pu m'adapter à cette réalité. Et je le dis, je le répète, la rue, pour moi, c'est mon plus grand diplôme. J'ai aucun problème à le dire. Ma rue n'a pas été une rue tournante, n'a pas été une rue comme d'autres. Je ne citerai pas de nom. Ma rue a été une école de la vie. Une école de la vie politique, culturelle et sociale aussi. Voilà. Alors là, on va parler d'autre chose, la tradition primordiale. Donc c'est un entretien très long, mais en même temps, je pense qu'on parle de choses tellement importantes par rapport à ton parcours et ton œuvre, et tu as pensé que c'est important qu'on parle de toutes ces choses. Donc tu dis, le kémitisme était désormais considéré comme une arme utile au courant dogmatique des cyber-Shaka Zulu pour monter les kémites contre les musulmans et chrétiens. J'avais moi-même, à un moment de mon parcours, participé à cela, CF Supranégritude. Est-ce que tu... J'avais été le visage le plus médiatique via la Trébuca, sauf que toujours, à la différence des cyber Shaka Zulu et des cyber pharaons, nous, dans tout ce qu'on a fait, on l'a toujours fait en mettant les choses dans la rue. C'est pour ça que nous, on a été combattus et qu'on a eu notre audience quelque part, pendant que eux sont restés derrière leur écran. Mais je n'oppose pas le kémitisme à la tradition. Je dis que le kémitisme pris comme une fin est une hérésie. Le kémitisme pris comme un moyen, comme le latin pour d'autres, pour étudier les civilisations classiques, les humanités classiques en Occident, eh bien le kémitisme peut être un outil pour lire, mais ne peut pas être une finalité. Et aujourd'hui, il y a un courant que je ne citerai pas parce que je ne veux pas perdre de temps, parce qu'en plus ils n'ont pas d'audience, mais qui est dans une démarche d'essayer de monter les Africains de différentes communautés, les chrétiens contre les musulmans, contre les kémites. Ça ne sert à rien. J'ai fait partie de ceux qui ont fait cette erreur-là, et je n'ai pas peur de le dire. Contrairement à beaucoup de gens qui sont en première ligne, je fais partie des gens qui reconnaissent leur erreur. Et c'est parce que je reconnais mes erreurs, et c'est parce que je pousse ceux qui nous aiment à avancer, que je suis extrêmement attaqué
par des minorités agissantes, mais qui n'ont pas de poids. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'éternue et puis elles sont tous dans le coma, pour la plupart. Mais qui ne supportent pas que, parce qu'on a une énorme audience aujourd'hui dans le courant panafricain, on puisse leur faire comprendre les limites de cette réflexion-là. On rentre dans un dogmatisme. Oui, le but est de rentrer dans la tradition. Mais la différence entre la tradition, où l'arbre s'enracine dans le sol et donne des fruits au reste de l'humanité, et le fait de se fermer sur soi, c'est que quand on se ferme sur soi, on ne parle plus avec personne. Et le panafricanisme n'est pas le mono-africanisme. Le panafricanisme, c'est unir les différents Africains. Donc c'est une mosaïque de force que l'on doit réunir. Voilà, c'est ça ma démarche. Mais je n'oublie pas aussi que, même dans ce minuscule courant dogmatique, il y a des gens que j'aime profondément aussi. Je le dis. Et j'irai plus loin aussi, je n'oublie pas, parce que je dois le dire, le professeur Kofi Gomez, avec lequel j'ai eu de nombreux désaccords, mais qui, lorsque j'ai été incarcéré, s'est joint à mes dizaines de milliers de sympathisants, alors que dans le micro-courant qui afrocentrique, j'ai des adversaires, a eu le courage de dire il faut soutenir le frère, c'est un prisonnier politique. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Je tenais, rien ne m'obligeait à le dire non plus, hein, parce qu'on peut se dire que chacun reste dans son coin, etc. Mais je n'oublierai pas ça. Et je veux qu'il sache. Voilà. Merci. Alors tu veux passer de la tribu K à la tribu K2P Non, mais je dis ça, c'est la petite formule qui va bien. Non, mais c'était la petite formule. Alors, si tu peux expliquer justement, puisque c'est pas ça, ce que c'est exactement. Non, en fait, j'explique dans le livre, il n'y a pas de création de nouveaux mouvements. Comme ça, déjà, les procès pour reconstitution de Ligue dissoute s'éteignent de même. Que j'ai fondé la tribu K, qui m'a donné naissance politiquement, médiatiquement quelque part, même si j'ai commencé en 99. J'ai commencé très jeune, j'ai aujourd'hui 32, bientôt 33. Et le temps passant, j'ai évolué. Je prêchais à une époque, il y avait 30 personnes qui nous écoutaient. Hein, on était dans une cabine téléphonique. Certains, ils sont restés dans la cabine d'ailleurs, sans carte pour appeler. Et aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui nous écoutent. On est passé de 30 à ça. Donc et j'ai eu une expérience aussi. Je suis devenu père de famille. J'ai voyagé. Je ne suis plus l'activiste noir simplement incarcéré dans la diaspora. J'ai voyagé aux 4 coins du monde. J'ai été au Moyen-Orient, j'ai été en Afrique, j'ai été en Occident, j'ai été dans les Amériques. Donc j'ai pu voir un certain nombre de choses. J'ai rencontré différents types de gens. Et ça m'a permis quelque part de comprendre la sensibilité sur un certain nombre de sujets et de comprendre parfois les limites du dogmatisme dans lequel, à une certaine époque, je pouvais être incarcéré. Et c'est mon rôle, quelque part, de dire que quand je vois que quelque chose ne va pas, de me corriger, non pas de blâmer les autres, mais de me corriger en disant non, là-dessus c'est une erreur, se remettre en question. Et c'est ce qui manque à la plupart des nôtres, la capacité de remise en question. Et donc, K2P, qu'est-ce que c'est ? C'est éviter de parler de kémie tatonien qui est du reconstructionnisme, qui n'est pas nécessaire aujourd'hui selon moi, et s'enraciner dans le réel, parce que quand tu dis kémie tatonien, Otep, sur le continent, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Ça, c'est quelque chose de diasporique, c'est pas quelque chose d'africain. Mais s'enraciner dans le réel pour propager encore plus le message. Et s'enraciner dans le réel, c'est comprendre que K, c'est l'énergie créatrice chez nous. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand on fait une étude des langues, quelque part. C'est de la linguistique. C'est l'énergie créatrice. Et 2P correspond à panafricain et pérennialiste. Parce que le pérennialisme, le traditionnalisme, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de concret que j'ai pu voir de mes propres yeux. Avant, on va zapper quelques sujets parce que le temps file et puis tu es quelqu'un de très loquace, on peut le dire, je crois. Alors donc on va pas parler de panafricanisme ni de négritude, donc les gens pourront lire le livre pour découvrir tout ça. Voilà, on voulait parler aussi de la souveraineté des pays africains qui passe par le fait d'avoir une armée digne de ce nom. Sinon, à la moindre bande terroriste, on est obligé de faire appel au shérif blanc. La différence entre tradition et coutume, voilà, c'est un thème important, mais on n'aura pas le temps de l'aborder non plus. Sur le métissage quand même, avant de parler de pérennialisme, voilà.
Voilà, c'est important. Ma femme est métisse, donc je suis particulièrement sensible à cette question. Et donc tu remets en question une partie de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Je vais lire le... Avant de revenir sur Cheikh Anta Diop, tu t'es arrêté sur un truc, ta femme est métisse. Sache que peut-être plus de la moitié, pas plus de la moitié, mais j'ai une grande proportion de membres de mes proches qui sont des métisses. Et moi, je parle pas de métis, je parle de noir clair ou noir foncé. Métis, pour moi, c'est un terme impropre qui est une appellation extérieure même. C'est pas comme ça que je qualifie même les choses à titre personnel. Donc, le problème n'est pas d'être métis. C'est pas du tout ça que je critique et on aura l'occasion d'en parler. Et le problème n'est même pas tant le métissage. Le problème est l'instrumentalisation qui en est faite aujourd'hui dans cette nouvelle guerre mondialiste sous laquelle nous vivons. Et c'est ce dont je dois parler. L'amour entre différentes personnes ne m'a jamais posé problème. Je le dis. Même si je le dis à titre personnel, bon, moi je préfère mes sœurs. Voilà. Je suis marié à une sœur et j'ai pas peur de le dire sur ce terrain-là. Je préfère mes sœurs. Voilà, qu'elles soient des Caraïbes, qu'elles soient des Antilles, des Amériques. Mais, le problème est aujourd'hui quoi ? Notre peuple a été disséminé aux quatre coins du monde. On nous a appris à nous détester. Et un peuple ne se relève qu'à partir du moment où il est capable de se retrouver. C'est ce que moi je pense. Je n'exclus pas les amours. Je connais des gens que j'aime profondément, qui font partie peut-être pas de mon noyau, mais de ma famille, qui sont mariés à des gens d'autres ethnies. Il y a des femmes, des sœurs qui sont mariées avec des blancs. J'ai des frères qui sont mariés avec des blanches, qui ne font pas partie de mon noyau, mais qui font partie de mon cercle d'amis. Des gens que j'aime. Je ne les jugerai pas. Je suis l'oncle de leurs enfants. Mais je dis que, par rapport à Cheikh Anta Diop, par exemple, je n'ai pas peur de le dire, l'immensité de l'œuvre de Cheikh Anta, je ne critique pas sur son choix à titre posthume, c'est ridicule, d'accord ? Mais je dis que c'est la récupération qui en est faite par des gens qui veulent justifier leur amour du mondialisme, quelque part, et non plus, là, on n'est plus dans le métissage, en disant « Cheikh Anta est avec une blanche, donc on peut l'être ». Je dis non, mais la question n'est pas là. La question est aujourd'hui que vous ne verrez pas, par exemple, dans les autres pays, notamment en Occident ou en Asie ou ailleurs, les représentants de ces pays-là se mettre avec des femmes d'autres patries. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des maîtresses, peut-être, dans les autres populations. Demande à Jacques Chirac qui utilisait Sénégal Airlines ou son non, j'exagère, ou son Boeing pour aller rendre visite à certaines Africaines. Mais c'était Bernadette. Parce que c'est une question, quand on est en première ligne, je n'ai pas peur de le dire, sur le terrain géopolitique, de cohérence. Et toutes les nations font de même dans l'immense majorité. Mais nous, on est les seuls, dû aussi à notre histoire, à toujours préférer prendre une femme, la femme, quelque part, de celui qu'on estime puissant, plutôt que de prendre nos sœurs. Et nos sœurs, quel est le message qu'on donne à ces dernières ? C'est tout ce que je dis. J'ai pas eu le temps de poser ma question. C'est peut-être fait exprès. Ok. Donc du coup, moi j'ai aucun souci avec. Je suis même à fond d'accord. Je suis à fond d'accord avec tout ce qui est le côté. Il faut dire à un moment Black is beautiful parce qu'il y a eu tellement d'années, de centaines d'années effectivement où on faisait sentir l'inverse que du coup c'est bien que. Je veux dire, ça va même au-delà de Black is beautiful. C'est un slogan, tu vois. Ça va même au-delà du Black sans s'interrompre, hein, du Black is beautiful. C'est. Je parle et d'ailleurs des Corses se sentent concernés par ce que je dis. Des pères se sentent concernés par ce que je dis. Ce message est universel. Nourrir, construire notre peuple, c'est d'abord consolider notre famille. Et une fois que notre peuple est debout, si on va être dans Mamadou au pays des merveilles, je vais prendre une tulipe dans les cheveux et je vais dire à Cunégonde, viens Cunégonde, on marche dans la prairie, on marchera dans la prairie. Alors, j'ai deux contre-exemples assez forts. Parce que je vais quand même citer le passage. Donc chacun épouse qui il veut, mais il va sans dire que la meilleure façon d'illustrer son amour pour son peuple est de prendre un conjoint ou une conjointe de sa contrée. Alors, moi, il y a deux contre-exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. C'est marrant, les deux sont liés à l'Éthiopie. Alors, le premier, c'est le discours d'Haïlé Sélassié, qui dit que tant que la couleur de peau n'aura pas plus de signification que la couleur des yeux, et partout il y aura la guerre. C'est le fameux discours repris par Bob Marley dans War. Mais tu sors beaucoup du contexte. Oui, mais même dans le contexte, ça a du sens. Et pour moi, effectivement, quelque part, le choix d'une conjointe, c'est aussi une affaire de goût. Donc il y a des gens qui préfèrent être avec quelqu'un de la même couleur de peau. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir le choix. Et je dirais, mon deuxième exemple, avant que tu réagisses, ou que tu me répondes, pardon, c'est concernant donc, la reine de Saba et le roi Salomon. Donc c'est la plus ancienne histoire d'amour jamais écrite, dont on se rappelle en tout cas, et c'est une histoire de métissage, puisque c'est... C'est ce qui est dit, qui est interprété par certains, d'autres vont dire que Salomon... Pardon.
Ça, c'est ce qui est dit par certains. D'autres vont dire que Salomon, il n'avait pas la couleur de peau que d'Éric Zemmour. Donc, Pour moi, il n'avait peut-être pas la couleur de peau de Zemmour, mais il n'avait peut-être pas non plus la couleur de peau de la reine de Saba. Et de toute façon, il était connu pour avoir eu 700 concubines, d'avoir eu des enfants avec une princesse d'Alexandrie, donc égyptienne, une princesse de Grèce, et donc la reine de Saba. Donc, et puis il y a eu toute histoire après que... Non, c'est pas ça. C'était pour dire que, en fait, l'arrivée du christianisme et du judaïsme en Éthiopie, on peut considérer que c'est une mauvaise chose. Moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose aussi, du judaïsme et du christianisme en Éthiopie. Parce que ce sont des philosophies qui véhiculent quand même des valeurs positives, d'après moi. Mais bon, et donc cette arrivée, cette influence qu'il y a eu, ça s'est fait par un métissage, en fait, puisque dans la version éthiopienne, parce qu'on connaît que la version juive de la rencontre de la reine de Saba et du roi Éthiopien. Enfin, beaucoup de gens ne connaissent que... Oui, voilà. Je veux dire que voilà. Mais c'est pas du tout l'interprétation que tu en... Quand on lit Kebra c'est pas du tout l'interprétation que tu... Là aussi, voilà, écrit que je connais, je veux pas dire par cœur, mais que je connais, que j'ai étudié ça pendant des années, c'est pas du tout l'interprétation que tu en donnes, même si je la respecte, d'accord? Et je pense que c'est de la confrontation des points de vue que jaillit aussi la lumière. Mais je veux, s'il te plaît, pour pas me perdre dans les réponses, te répondre point par point. Comme tu l'as dit, tu as parlé de Salomon, Reine des Saba, on va même revenir sur Sélassié. Sélassié le disait dans un contexte précis. Moi, je suis le premier à dire que la couleur de peau, normalement, n'est pas censée avoir une importance. Quand je suis entre nous, en Afrique, il y a des noirs clairs, des noirs foncés. Mon discours, je n'ai pas le temps de parler de Black is Beautiful quand je suis en Afrique. On est entre Africains. Ce discours n'a pas de sens. Tu m'entendras jamais dire ça dans toutes mes interventions télé quand je suis sur le continent. Mais dans un univers aujourd'hui globalisé, où mon discours ne consiste pas qu'à se limiter aux populations africaines continentales, je parle aussi aux populations diasporiques. Je dis attention. Et même sur le terrain continental, je dis attention aujourd'hui. Attention au symbole. Le symbole qui est, et des milliers, pour ne pas dire des millions de femmes afrodescendantes, ce sentiment est long, qui est que comment se fait-il que chaque peuple chérit ces femmes? Je voyais, par exemple, j'étais à la télévision, j'étais mort de rire. On me parlait de Charlotte Gainsbourg. Chacun ses canons de beauté, d'accord? Charlotte Gainsbourg qui est considérée comme une prunelle pour certains. C'est leur canon de beauté à eux. Moi, j'aime quand c'est peut-être un peu plus chargé, comme dirait l'autre. J'aime quand la peau est plus sombre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on va imposer le canon de beauté du plus puissant ou de celui qui est considéré comme tel au reste de l'humanité, et que nous autres, ou ceux qui sont en première ligne médiatique, reprennent ça en période de guerre mondialiste, c'est un problème, mon frère. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas du fait de dire « Ah non, toi tu es avec un blanc, donc je n'ai pas le temps de parler de ça. » Je me souviens, la première fois, il y avait un couple mixte, un noir, c'était à l'époque où on commençait à nous reconnaître dans la rue, un noir qui était avec sa femme blanche, et la femme blanche qui avait subi le matraquage médiatique, disant que j'étais anti-blanc, avait peur de me serrer la main. J'ai tendu la main, je ne suis pas encore tout babophage. En gros, elle a rigolé, je l'ai détendu. Et même on s'est pris dans les bras, on s'est serré. Je ne suis pas fou pour penser que le problème, c'est de dire « Ah non, le noir ne doit pas être avec le blanc ». Ça, c'est ce que la presse aime dire. Mais je précise qu'en cette période de guerre mondialiste aujourd'hui, dans laquelle on est installé, l'enracinement doit être une priorité. Et si amour vis-à-vis d'être d'une autre population existe, ça doit être exception, mais ça ne doit pas être généralité. Parce que la généralité, c'est ce qui est voulu par ceux qui sont aujourd'hui en train de vouloir installer le gouvernement mondial. Et c'est là le danger. Alors, si je peux me permettre, parce que là, effectivement, je te rejoins, c'est que pour moi, la différence, et Aimé Césaire le disait très bien, c'est-à-dire que si les gens ne font que se mélanger, au bout d'un moment, la population mondiale sera métisse, et il n'y aura plus de blanc, plus de noir, il n'y aura plus de diversité. Et moi, j'aime la diversité. Dieu nous a fait différents. Voilà. Quand je dis Dieu nous a fait différents, pas dans notre fonctionnement intérieur, mais Dieu nous a fait différents sur le terrain de l'épiderme aujourd'hui, et il est écrit dans les textes, et ce que je vais citer, ceux qui lisent et qui étudient comprendront de quel texte je parle, Dieu nous a fait différents pour que l'on puisse s'entreconnaître. S'entreconnaître ne veut pas dire que l'on doive tous se diluer. Moi, si un jour, j'étais pas Kémy Séba, j'étais, je sais pas, Mamadou Sonko ou Jimmy l'Ouest, etc. Et, oui, je vois une blanche ou je vois une autre que j'aime. Si je suis amoureux, ce n'est pas un problème.
à partir du moment où, et vice-versa, je veux dire, à partir du moment où ce n'est pas l'idéologie dominante qui nous dit le métissage, c'est la meilleure solution, c'est la solution, c'est ça qu'il faut suivre. On voit le résultat au Brésil. Juste pour terminer, ou au Brésil, qui est le pays le plus métissé du monde, les peaux les plus sombres sont les plus discriminées d'une manière hystérique, et ça tout le monde le sait. Si le métissage réglait quoi que ce soit, ça se saurait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour, et je ne jugerai jamais l'amour de tel ou tel. Mais je pose le point sur la table qui est qu'aujourd'hui, celui qui est en première ligne sur le terrain politique, médiatique, a une responsabilité. Il renvoie un message. Moi, j'ai des enfants, je parle à des milliers, pour ne pas dire des millions, je suis vu par des millions de gens sur le continent, et je parle à des milliers, dizaines de milliers de sympathisants, ou en tout cas, j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup. Et la réalité, elle est la suivante. Les femmes, nos sœurs, ont besoin d'être valorisées. Elles ont été dévalorisées pendant trop longtemps. Et il est temps que l'homme noir, ou plutôt, pour aller plus loin, l'Africain, apprenne à revaloriser sa sœur. Je pense que c'est extrêmement important. Ce qui ne veut pas dire l'incarcérer, mais c'est quelque chose d'important. J'ai une petite question quenelle à te poser, alors du coup... Moi, je peux plus que Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du coup parce que j'ai vu une vidéo d'une série qui s'appelle C'est bon d'être juif, et c'était un Israélien francophone qui était à Jérusalem et qui disait oui, la pire chose que puisse faire un juif, c'est de se marier à un non-juif. Et on pourrait dire c'est le même discours que toi, puisque pendant longtemps ils ont été dévalorisés en tant que juifs, et donc ça rejoint ton discours. Mais j'ai envie de te dire, tu sais, tout ce qui, peut-être contrairement à toi, tout ce qui sort des juifs n'est pas antisémite, hein. Excuse-moi, tout ce qui sort des juifs n'est pas raciste non plus. Et je vais aller plus loin dans le raisonnement. Il faut se poser... Moi, j'aime gagner. Depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait gagner. J'aime pas perdre. J'aime toujours gagner. Et je vois mes enfants, ils ont ce vilain défaut d'avoir hérité cela de leur papa. Et parce que j'aime gagner, j'aime voir la manière dont fonctionnent ceux qui gagnent, tout le temps. Parce qu'il y a deux discours chez les élites. Les élites poussent les masses à se brasser, à perdre leur identité, c'est le mondialisme. Le brassage globalisé, je ne parle pas de la relation individuelle ou des cas d'exception, d'accord ? C'est le message des élites. Mais ces élites-là qui poussent l'humanité à se mélanger ne se mélangent pas. Pourquoi ? Et c'est ce qui permet à ces gens-là de perpétuer, quand on parle de tradition, aussi de perpétuer leur message, de perpétuer le savoir, de perpétuer cette connaissance-là. Il faut réfléchir à ça. Donc je n'ai aucun problème quand certains ignorants, je ne parle pas de toi mon frère, hein, qu'on soit très clair, mais ceux dont je parle et qui verront l'interview comprendront que je parle d'eux, disent c'est du racialisme parce qu'ils ne veulent être qu'avec des noirs. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas être avec des noirs. Moi j'aime tout le monde. Mais je pense qu'il est important qu'on se consolide, qu'on s'unisse d'abord nous-mêmes avant de s'unir à autrui. C'est ça que je dis. Et c'est mon rôle de le dire. Ce n'est pas un rôle qui est sympathique. Je te le dis, ce n'est pas un rôle forcément qui est sympathique. Mais somebody has to be strong, comme disait le docteur Khalid Mohamed. Je me dois de le faire. C'est une responsabilité. Et dire cela ne veut pas dire que parce que je vais voir un blanc avec une noire, je vais prendre ma calache et je vais lui tirer dessus, ou je vais voir un noir avec une blanche. Sinon, en France, je veux dire, il n'y aurait personne dans les meetings. Parce que dans les meetings, il y a plein de couples mixtes aussi. Mais ces gens-là, ces mêmes couples mixtes comprennent ce que je dis. Parce qu'ils savent que ce n'est pas du racialisme ou du suprémacisme ou du communautarisme, ce n'est pas du talmudisme que de dire ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je parle avec amour. Mais notre peuple a été détruit, notre peuple doit se reconstruire. C'est tout ce que je dis. Alors, avant qu'on conclue cette interview, j'aimerais qu'on parle d'un des points essentiels que tu développes dans ce livre par rapport à ta pensée. Donc, tu parles d'un concept qui vient de René Guénon, le pérennialisme. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et comment tu as fait évoluer ce concept ? Je ne l'ai pas fait évoluer parce que ça serait, j'ai envie de dire, la contradiction extrême à ce principe qui est que justement c'est un principe immuable à la base. Mais comment je me suis approprié, sachant que même l'approprier, c'est un principe universel. Donc, on va dire que j'y ai mis un goût de tchépoudienne sur un plat qui était universel à la base. Plus sérieusement, le pérennialisme, ce n'est rien d'autre que le traditionnalisme, si on doit parler plus simplement. Quand on dit traditionnalisme, les gens comprennent que c'est le retour à la tradition. Maintenant, il y a tradition aujourd'hui. Quand on parle de tradition, les gens confondent tradition et coutume. Coutume, c'est une dégénérescence d'un principe originel. La tradition primordiale, c'est ce qui vient du départ, du lien direct à Dieu. La sève même des religions aujourd'hui, c'est la tradition primordiale. C'est ce qu'on appelle ce pérennialisme-là. Et cette tradition a connu, par justement ce qu'on appelle l'erreur moderne, a connu une dégénérescence
Parce que l'homme a mis son interprétation sur un message originel et l'homme a dévoyé le message pour ses propres intérêts et a rendu quelque chose de folklorique, quelque chose qui à la base était censé être sacré. Et c'est justement ce dont je parle quand je parle de retour aux sources. Le véritable retour aux sources, c'est celui-là. Et ce retour aux sources-là n'empêche pas ceux qui veulent vivre leur spiritualité de la vie, parce qu'au contraire, c'est la base ultime de cette spiritualité et commune à toutes les spiritualités. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de vivre sa spiritualité dans l'extension, mais ça permet de la nourrir. Et la tradition primordiale, c'est ça. Et c'est ce retour aux sources-là dont je parle réellement. Le retour aux sources de simplement, comment dirais-je, dire africain, mais ne pas comprendre, ou même français, mais ne pas comprendre ce qui nous relie tous en tant qu'êtres humains, mais qui nous relie à la terre, qui nous relie à Dieu, il y a un problème. Et c'est ce que j'essaye à travers ce bouquin qui a reçu en tout cas de très bons retours. J'ai été très touché, notamment en prison, parmi tous les courriers que je recevais. Les critiques et les remarques qui ont été faites, ça m'a ému énormément. Et je pense que ce bouquin, je prends l'écriture avait marqué les esprits, mais je pense que ce bouquin va, dans le milieu panafricain, mais ce bouquin va, c'est déjà le cas pour beaucoup, mais va marquer encore plus les esprits du courant panafricain. Voilà. Donc on va pas parler d'actualité parce qu'on n'aura pas le temps. Et un petit mot sur peut-être Ouagadougou, vraiment très rapidement. Je dirais très rapidement, voilà, à mes frères, à mes sœurs que j'aime profondément, n'oublions pas une chose. À une certaine époque, le but c'était la décolonisation. Aujourd'hui, c'est de décoloniser notre résistance. J'entends par là la logique d'autodétermination. Autodétermination, qu'est-ce que c'est ? C'est éviter que notre contestation vis-à-vis des criminels, Compaoré doit partir. C'est le plus grand criminel l'un des plus grands criminels que notre peuple ait connu, l'un des plus grands traîtres, Blaise Compaoré, qui est le président actuel du Burkina Faso, qui a fait assassiner Thomas Sankara, qui était son ancien meilleur ami. Moi, j'en ai connu des Compaoré. Ils se reconnaîtront. D'accord ? Mais je suis toujours, à la différence de notre aîné Thomas Sankara, je ne laisserai personne. Celui qui essaiera de faire un attentat contre moi sera celui qui se fera décimer quelque part le premier. Comprenne celui qui devra comprendre. Et je finirai en disant que on doit, face à ces derniers, lorsqu'on les déboute, penser à l'après. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la guerre mondialiste, c'est de coopter notre logique de résistance pour quelque part revenir dans leur sens. Il faut qu'on s'autodétermine. Le but n'est pas la démocratie. Le but, c'est l'autodétermination du peuple. Démocratie est une marque déposée aujourd'hui par les élites, par les Soros, par l'oligarchie. L'autodétermination, se centrer sur nous-mêmes, décider par nous-mêmes, c'est pour moi l'ultime solution. Moi, j'appelle ça aussi la souveraineté du peuple. Kémy Séba, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Et je préciserai l'autodétermination non alignée. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Parce que s'autodéterminer, mais en disant on s'allie à d'autres, ça pose problème. On va être dans une autre logique. Oui, l'autodétermination suppose qu'on a eu une bonne éducation et qu'on a une information libre et honnête. Kémy Séba, merci beaucoup. Paix et profonde affection aux frères. Je reprends la tournée le 15 novembre. Et je serai de retour sur la terre-mère le 15 décembre. Je reprends l'émission télé qui donc continue jusqu'à fin 2015, qui sera, s'il plaît à Dieu, voilà, qui continuera en fonction du soutien toujours financier qu'il y a. Parce que les gens aiment l'émission, mais c'est ça la réalité africaine, c'est que on n'a pas les milliards, c'est pas Ruquier chez nous. C'est ça la réalité. Mais on propage le message et des millions de gens nous voient, nous aiment, et ça c'est quelque chose d'important. On éveille les consciences. Merci. Thank you.